Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de ce mercredi 16 novembre. C'était un moment attendu par tous les monégasques. Le gouvernement a annoncé les mesures prises pour contrer la hausse du prix de l'énergie. Vous découvrirez tout dans ce journal. Alan Friedman sera notre premier invité. Ce journaliste de nationalité américaine nous parlera justement de cette crise économique que nous traversons dans le monde entier à l'occasion de sa conférence qui a eu lieu hier soir au One Monte-Carlo. Ne ratez pas également les images exclusives du dernier entraînement à Monaco de l'équipe de rugby à 7. Les Rouges et Blancs vont en effet s'envoler pour Paris dans le cadre du célèbre tournoi de l'Inextenso Super 7. Tempête dans nos assiettes, c'est la thématique de la conférence organisée par le diocèse de Monaco ce jeudi 17 novembre. Elle sera animée par Laure Verdeau, la directrice de l'agence Bio. Et nous la recevrons dans quelques instants dans ce journal pour tout savoir de ce label Bio. Les imprévus des ballets de Monte-Carlo ont eu lieu hier soir en présence de la princesse de Hanovre. Vous verrez dans ce journal le magnifique spectacle des élèves de l'académie Princesse Grace. Et pour finir, à l'occasion des 10 ans du Théâtre des Muses, nous vous ferons découvrir la programmation pour cette saison 2022-2023. Mais nous débutons cette édition avec cette belle image du couple princier qui a remis ce matin les traditionnels colis aux bénéficiaires de la Croix-Rouge monégasque. Un moment symbolique qui a lieu chaque année dans le cadre de la fête nationale. Face à la crise énergétique que nous risquons de vivre cet hiver, le ministre d'État et le ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme ont convié la presse ce mercredi. L'objectif était de présenter les mesures prises par l'État pour maîtriser la consommation énergétique en principauté et ainsi réduire l'impact financier de la hausse des tarifs de l'énergie. Fabien Bonilla, vous étiez sur place et des annonces ont été faites. Et oui, Julia, la crise diplomatique internationale a pour conséquence de créer une crise énergétique. Le ministre d'État l'a précisé, Monaco subit, comme le reste de l'Europe, cette crise avec une augmentation du prix de l'électricité, une hausse de près de 75%. L'État protège les résidents et les entreprises pour réduire l'impact de cette facture et d'une éventuelle pénurie énergétique. Le gouvernement a mis en place ce que l'on appelle un bouclier tarifaire effectif à partir du 1er janvier, autrement dit, plafonner le taux d'augmentation des prix de l'énergie à plus 15% pour les ménages et petites entreprises, plus 35% pour, on va dire, les moyennes entreprises et plus 45% pour les grandes entreprises et les gros consommateurs. Ce bouclier tarifaire a un coût pour l'État qui est estimé à 30 millions d'euros. Sur le plan opérationnel, l'administration donne l'exemple en réduisant ses consommations énergétiques et électriques. On l'écoute. Pour l'administration, il faut que celle-ci donne l'exemple. Et donc, pour ce qui la concerne, je cite 3 mesures particulières. Première mesure, la température de consigne dans les bâtiments publics sera de 19 degrés, avec des tolérances de plus 2 degrés par rapport à 19. Deuxièmement, outre cette limitation de la température, nous avons convenu de l'extinction de l'éclairage des édifices publics et des abribus dès 22 heures. Et la suppression de l'éclairage dans les enseignes commerciales à 23 heures. Là aussi, on est à la fois dans la nécessité d'avoir des économies, si petites soient-elles, mais qui regroupées ensemble peuvent avoir un impact important. Nous avons donc décidé, après consultation, notamment avec le maire de Monaco, qu'il n'y aurait pas de patinoire cette année à Monaco. Alors, pas de patinoire en glace. En revanche, Julia, pour les amateurs de glisse, il y aura en lieu et place une surface de roller. Voilà pour les mesures annoncées dans le domaine public. L'État demande au secteur privé, à nous tous, de faire également des efforts par le biais de 6 recommandations. La première, et qui est la majeure, ne pas chauffer, climatiser de manière excessive ou refroidir des espaces ouverts comme les terrasses, les espaces de vente réfrigérés, les commerces. La deuxième mesure, régler les températures de consigne au plus juste selon les contextes avec une recommandation qui est de 19 degrés plus 3 degrés maximum. La troisième mesure, éteindre l'éclairage lorsqu'on n'y est pas, lorsqu'on quitte son bureau, moduler la climatisation et les chauffages dans les espaces inoccupés, la nuit, les week-ends, dans les commerces et les bureaux ou dans les logements en cas d'absence prolongée quand on part en vacances. Renoncer aux radiateurs d'appoint, vraiment. Éteindre les appareils de veille, ça paraît ridicule,
Ça représente aujourd'hui 10% de la consommation d'électricité des ménages. Également, favoriser, mais là c'est un sujet plus vaste qui fait couler beaucoup d'encre, mais toujours maintenir, favoriser la mobilité douce, pratiquer au maximum la marche, le vélo, utiliser les transports en commun, parce que ça concourt effectivement aussi à la réduction et l'usage du collectif versus un usage individuel est toujours plus optimisé en termes de consommation énergétique. Enfin, la dernière, acheter du matériel sobre en énergie. Et pour cela, pour les usagers, pour cela, la mission de la transition énergétique a réactivé en fait l'enveloppe et l'aide spécifique des petits matériels ménagers que nous avions mis en œuvre au moment du Covid. Sachez pour finir qu'une campagne de communication sous forme d'affichage et dans la presse va être mise en place dans les prochains jours pour rappeler toutes ces recommandations. Nous restons dans le domaine de l'économie. Monaco Méditerranée Foundation, créée en 2004 par Enrico Bragiotti, occupe, il est vrai, une place importante dans la vie culturelle de Monaco. Elle y contribue notamment par l'organisation de conférences annuelles sur les grands thèmes de l'actualité qui sont bien connus du public monégasque. Et hier soir, c'est Alan Friedman qui a animé les débats autour de l'économie au One Monte Carlo. Nous avons le plaisir de l'accueillir ce soir dans ce journal. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors vous êtes un journaliste américain spécialisé dans l'économie. Que pensez-vous justement du système monégasque ? Je crois que le système monégasque est du grand succès. Je devrais dire que Monaco que je vois et j'ai vu dans les dernières années, la croissance est merveilleuse. Le budget est de 2 milliards d'euros chaque année, mais il n'y a pas de dette, et ça c'est très positif. Votre Sovereign Wealth Fund est de 5 milliards, et ça c'est positif. La construction est importante. Je crois que Monaco est une success story. Monsieur Friedman, la conférence à laquelle vous avez participé hier soir avait pour thème la certitude de l'incertitude, l'économie et la géopolitique. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Je parle d'un changement épocal, d'un moment de changement des paradigmes, parce que nous avons une situation mondiale très délicate avec la guerre en Ukraine, avec les taux d'intérêt et l'inflation qui créent des problèmes très sérieux pour l'économie mondiale. Nous avons une Amérique très divisée, mais au moins nous avons aussi un Joe Biden renforcé, plus fort après les midterm elections. Et donc, il faut comprendre que l'économie mondiale est à risque dans les prochains mois pour l'inflation, les taux d'intérêt et le risque de récession aux États-Unis, mais aussi en Allemagne. La France, mieux de l'Allemagne. L'Italie, une récession mineure, mais l'Allemagne aurait des problèmes sérieux. Et donc, nous avons une situation très difficile et une guerre que je ne peux pas dire sera finie demain matin. Peut-être il peut continuer quelques mois ou encore quelques années. Vous en avez parlé, la crise ukrainienne avec la guerre qui a éclaté face à la Russie a plongé de nombreux pays dans une grande difficulté économique. Mais alors, comment s'en sortir ? C'est évident que la Banque centrale européenne devrait augmenter les taux d'intérêt pour réprimer la demande et donc chercher d'assister. Mais ça, en même temps, crée de nouveaux problèmes. Je suis très préoccupé parce que j'ai le crainte que nous n'aurons pas en 2023 très bon. Au moins les premiers 6 mois sera encore dur, très difficile. Il faut le notifier également, la crise provoquée par le Covid-19 aura également longtemps un impact sur les systèmes économiques des pays. Absolument. Nous avons une situation dans le monde dans laquelle, d'abord, la crise de Covid-19. Et évidemment, nous souffrons encore, nous avons encore des problèmes pour le supply chain, pour les chaînes de fourniture.
Et le même problème depuis la guerre de Poutine. Donc avec Covid-19 et la guerre, c'est un trauma mondial pour l'économie. Et ça changerait pas seulement la géopolitique, mais aussi la géoéconomie avec une partielle déglobalisation. Eh bien, merci à vous, Alan Friedman, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Je le rappelle, vous êtes journaliste spécialisé en économie. Vous étiez hier soir à Monaco pour participer à la conférence organisée par Monaco Méditerranée Foundation. Merci à vous. L'anneau Finish Line se tiendra jusqu'au 20 novembre à 14h. À ce jour, près de 115 000 km ont déjà été parcourus. Je vous rappelle que cette course est ouverte à tous, coureurs et marcheurs. Pour chaque kilomètre parcouru, Children and Future reverse 1 € pour soutenir des projets en faveur d'enfants défavorisés ou malades. Et cet après-midi, les joueurs de la Roca Team ont apporté leur pierre à l'édifice en participant à cette No Finish Line. Je vous propose d'ailleurs d'écouter à ce sujet Yacouba Ouattara, le parrain de la No Finish Line pour la 2e année consécutive. Il est au micro de Yannick Debevert. Ça fait plaisir de voir l'engouement que l'événement a, et de voir aussi le dévouement que les gens peuvent avoir pour cet événement-là. Je suis toujours honoré qu'on pense à moi pour ça. Il n'y a rien de plus beau. Moi, je suis père de 2 enfants et je vois ce que ça peut faire pour des enfants vraiment en difficulté ou qui ont des maladies, et faire un tour qui pour nous représente rien, ça va prendre 10 minutes de notre temps et pour eux ça change des vies, c'est vraiment énorme. C'est très important de justement véhiculer ce message-là et de montrer qu'on est là aussi investi dans des causes comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se voient à travers nous et des enfants aussi qui grandiront, et j'espère qu'ils seront inspirés par ce qu'on fait. La No Finish Line qui était une parenthèse pour les joueurs de la Roca Team dans leur programme bien chargé, eux qui affronteront ce vendredi Baskonia à 19h en Euroleague. Nous restons dans le domaine du sport, mais nous changeons de discipline pour vous parler de rugby. Ça y est, on y est. Ce week-end, la Défense Arena de Paris accueille la finale du championnat de France de rugby à 7, avec 3 finales sur les 3 tournois estivaux, dont 2 gagnés. Le Monaco Rugby Sevens se s'est attendu pour cette étape décisive. Pour autant, vous allez le voir, l'ambiance dans le groupe est toujours aussi familiale et c'est peut-être le principal atout de cette équipe. Yannick Debevert et Sylvain Péroumal étaient à l'entraînement du MR7 hier soir. Regardez. Il faut vraiment qu'on soit concentré sur tout ce qu'on fait, que ce soit intensif, clair et surtout qu'on mette le max d'intensité et de qualité possible. Quand le capitaine parle, tout le monde écoute religieusement. Ce groupe du Monaco Rugby Sevens est unique. Les joueurs ne se retrouvent que quelques jours avant chaque compétition. Pourtant, ils donnent l'impression de se côtoyer depuis des années. Le MR7 est une équipe de stars juste heureuse de jouer ensemble au plus haut niveau. C'est vrai qu'il y a quelques champions dans l'équipe, mais on a besoin de sérieux, mais voilà, vraiment de garder le sourire, et ça fait aussi partie de mon plan de jeu où, si vous demandez aux garçons, je leur ai dessiné un petit smiley. Et voilà, c'est vraiment chouette d'être avec des garçons comme ça, que ce soit des stars, des amateurs. Même moi, j'apprends encore tous les jours avec ce genre de personnages, donc c'est vraiment intéressant. Avec 3 finales en 3 tournois, dont 2 victoires, le Monaco Rugby Sevens réalise une magnifique saison. Pour concrétiser leur domination et gagner le titre de champion de France qui leur a échappé la saison passée, le club a recruté 4 nouveaux joueurs, dont un certain Tom Mitchell, vice-champion olympique 2016 avec l'Angleterre. En fait, si on attire un peu des bons joueurs, les grands joueurs aussi sont contents de venir jouer avec nous. Et quand j'ai dit à Tom, est-ce que tu as envie de jouer avec Cécile Africa au milieu du terrain, et je crois qu'il a dû mettre 10 minutes pour me répondre. Le Kényan Alvin Otieno, l'Espagnol Javier de Orbaneja et l'Argentin Fernando Luna n'ont pas pu refuser l'invitation non plus. Et en quelques jours seulement, ils sont déjà parfaitement intégrés au collectif. Ça se fait un peu automatiquement parce que du coup, je leur impose à faire beaucoup de jeux. Et avant tout, c'est que des jeux marrants. Mais c'est tout bête. Mais ce matin, on a fait un réveil musculaire avec les chaises musicales. Mais c'est tout bête. Mais en fait, on a fait ça, on leur a fait jeter des fléchettes, on leur fait plein de jeux. Je pense que l'esprit Seven des joueurs aujourd'hui, il est beaucoup plus simple et beaucoup libre dans leur tête que le rugby à 15 où il y a beaucoup de combats, il ne faut pas mettre de musique, il faut rester très sérieux. Et pourtant, sur le terrain, les mecs, ils sont capables de produire un rugby d'excellence. Et voilà, c'est ce qu'on cherche, des mecs fun, heureux de vivre l'aventure avec nous.
Et en plus de ça, il faut qu'il soit bon sur le terrain, forcément. Avec des fers de lance comme Johan Demé-Emecher, élu meilleur joueur de la saison, Cécile Africa, légende du rugby à 7 et désormais Tom Mitchell, le Monaco Rugby Sevens, sait qu'il sera attendu pour cette finale de l'Inextenso Super Sevens ce samedi 19 novembre. On le sait, dans le sport et surtout avec une compétition, l'alimentation est primordiale. Mais par exemple, le label bio est-il toujours finalement gage de qualité? Élément de réponse aujourd'hui avec Laure Verdeau, directrice de l'agence bio. Elle sera d'ailleurs l'invitée du prochain débat organisé le 17 novembre à la maison diocésaine. Bonsoir à vous, Laure Verdeau. Bonsoir. Alors, première question pour un petit peu recontextualiser votre venue. Qu'est-ce que l'agence bio et surtout quel est son rôle? Nous, Agence Bio, nous sommes un groupement d'intérêt public, donc sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Écologie. Et nous avons dans notre conseil d'administration tous les professionnels du bio. Et nos missions, c'est à la fois collecter les chiffres du bio et les partager, financer les projets d'entrepreneurs du bio qui permettent de construire au quotidien un garde-manger bio, c'est-à-dire que on contribue au financement de yaourteries, de fromageries, de légumeries en bio. Et surtout, et c'est la raison qui m'amène à Monaco demain, nous sommes là pour expliquer ce qu'est le bio, donner une information objective afin que les citoyens qui sont aussi des consommateurs puissent faire des choix éclairés. Alors, comment est justement décerné ce label bio? C'est 300 pages de règlement européen qui disent qu'un agriculteur bio doit ne pas recourir à la chimie de synthèse. Il ne recourt pas à des engrais synthétiques non plus. Il doit respecter le bien-être animal. Il y a tout un corpus de pratiques agronomiques qui sont définies. Et c'est contrôlé plus d'une fois par an par plus de 10 organismes certificateurs qui sont agréés chaque année par l'État. Donc, c'est vraiment une sorte de diplôme de la transition agroécologique et alimentaire qu'est le bio. Et le label bio, il est apposé sur tous les produits qui ont obtenu la certification par un des 10 organismes certificateurs. Alors pour les entreprises et pour les agriculteurs, le label est devenu un vrai argument de vente et a envahi un petit peu les rayons alimentaires de nos grandes surfaces aujourd'hui. C'est plutôt un engagement, c'est pas une opportunité que marketing, en tout cas pas que, c'est que un agriculteur bio, il faut 3 ans pour qu'il se convertisse et en général, il vend sa production sur 3 à 5 ans. Donc le choix du bio, c'est un projet de vie, la plupart des agriculteurs, et d'ailleurs, ils sont très peu à sortir du bio. C'est-à-dire que chaque année, il y a des agriculteurs qui se convertissent au bio, mais il y en a assez peu, il y en a moins de 5% qui sortent du bio. Et encore, la plupart du temps, c'est pas qu'ils veulent arrêter le bio, c'est qu'ils arrêtent l'agriculture en général. Le bio est parfois, c'est vrai, sujet à polémique, avec par exemple un prix trop élevé selon les consommateurs. Quels sont, selon vous, voilà, vous êtes, c'est vrai, au cœur du sujet, les grands enjeux aujourd'hui autour de ce label bio? C'est vrai qu'il y a un déficit de communication, d'information du label bio à destination des citoyens et des consommateurs. Mais surtout, il y a un enjeu de transition alimentaire. Il faut qu'on fasse notre transition alimentaire. Et en fait, ça dépasse la question bio ou non bio. Vous me disiez que les prix du bio étaient parfois décriés. Effectivement, en grande distribution, le produit bio sont 30 à 50% plus chers. Mais en fait, le bio se vend moins que l'alimentaire en général en grande distribution. Le produit bio s'achète beaucoup, notamment en circuit court, en vrac. C'est des modalités de consommation différentes. Et l'alimentation, si vous voulez mettre un peu plus de bio chaque jour dans votre assiette, c'est aussi que vous allez changer votre menu. Et c'est ça que j'appelle faire sa transition alimentaire. Mais oui, on peut en manger quel que soit son pouvoir d'achat. C'est juste que ça implique de l'anticipation et quelques efforts qui sont, par exemple, de gaspiller moins. Ça veut dire anticiper plus ses menus, gérer mieux ses achats, cuisiner plus. Ça, on sait que c'est des efforts. Acheter en vrac, acheter de saison, acheter en circuit court et surtout varier ses protéines et sa viande. Acheter une viande bio, comme elle perd moins d'eau à la cuisson, on en achète moins. Mais aussi, les bio ont plus le réflexe d'inclure des légumes secs comme les légumes, les lentilles et les pois chiches dans leur menu. C'est aussi une façon de faire baisser le coût. Vous savez, je me souviens d'une des premières blogueuses bio qui avait fait sa bolognaise en mettant moitié viande, moitié lentilles. Ça fait partie ce sont des innovations qui sont assez typiquement bio pour pouvoir, au final, augmenter un peu plus la portion de bio dans ses courses chaque jour, sans pour autant augmenter son budget alimentaire. On vit dans une époque où la malbouffe, si je puis dire un petit peu vulgairement, fait aussi partie de notre quotidien. Est-ce que manger bio, finalement, est la garantie d'une alimentation saine et équilibrée? On peut manger du bio et continuer de grossir. Si vous décidez de manger que des chips bio à la mayonnaise bio, je doute que ce soit une alimentation saine. Mais d'une manière générale, ce qu'on remarque, c'est que quand on a envie de mettre un peu plus de bio au menu, en général, on commence à changer ses habitudes alimentaires. Et ne serait-ce que, par exemple, mettre plus de légumes secs au menu,
mettre plus de légumes. Les légumes sont les grandes stars des magasins bio et des fermes bio. Ça contribue à faire que le profil des consommateurs de bio est en général en meilleure santé. Mais pour plein d'autres facteurs aussi, il y a eu une étude qui a été menée sur plus de 170 000 personnes par l'INSERM et qui montre que, ben oui, les bio souvent fument moins, bougent plus, mangent moins sucré et ça contribue à leur santé générale. Laure Verdeau, vous avez parlé il y a quelques instants du Nutri-Score, mais justement, comment s'y retrouver dans cette bataille qui fait un petit peu rage autour de nos assiettes entre le label bio, le label rouge, le Nutri-Score? Car il est vrai que pour les consommateurs, cela peut paraître parfois un petit peu flou. Alors, c'est vrai, et c'est pour ça que nous, la filière bio, on appelle à ce qu'il y ait beaucoup plus d'éducation alimentaire à l'école et d'information au quotidien pour les consommateurs pour s'y retrouver. S'y retrouver entre les labels publics, qui sont garantis par l'État, et les allégations marketing et les initiatives privées. Mais c'est aussi important que désormais, au moment où on est en pleine transition agroécologique, alimentaire, énergétique, on ait de l'information pour nous, citoyens, nous aider à faire nos choix dans les rayons et s'y retrouver entre des aliments ou non qui ont recours aux pesticides ou des aliments caloriques ou non. Eh bien, merci beaucoup à vous, Laure Verdeau, d'avoir répondu à toutes nos questions sur Monaco Info. Je le rappelle, vous serez en conférence débat à la maison diocésaine ce jeudi 17 novembre. L'entrée y est libre dans la limite, évidemment, des places disponibles. Merci beaucoup. Tout autre chose à présent avec l'ensemble des élèves de l'Académie de danse Princesse Grace qui étaient ce mardi à l'atelier des ballets pour présenter leur travail quotidien. Le tout évidemment devant un public amoureux de danse. C'est leur directeur Luca Massala qui a présenté ce beau rendez-vous de la saison. Un reportage de José Sacré et Hugo Comaza. Mardi 15 novembre, à l'atelier des ballets, en présence de Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, présidente de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, de Jean-Christophe Maillot, directeur chorégraphe, et de Luca Massala, directeur artistique, premier imprévu de la nouvelle saison de l'Académie de danse Princesse Grace, devant le public privilégié des Amis des Ballets de Monte-Carlo. Je pense que c'est un moment privilégié, un moment de partage avec le public qui sert au public pour rencontrer les élèves, mais surtout aux élèves pour rencontrer le public pour la première fois. Et pour nous aussi, pour voir un petit peu comment ils réagissent devant cette magie que la danse devrait donner à chaque artiste. Alors c'est un moment qui n'a pas trop d'ambition dans le sens qu'en fait, ce qu'on met en scène, c'est plutôt leur quotidien, leur cours de danse classique, de variation, de pas de deux, de danse contemporaine, composition. Voilà, on fait un petit voyage d'une petite heure, présenté par moi pour expliquer aussi à ce public privilégié de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils font les élèves. Et en même temps, ça nous donne à nous, professeurs et à moi-même, l'œil de regarder comment les élèves réagissent devant un public qui s'allume, qui a cette lumière qui ressort plus que d'autres. Voilà, nous le faire connaître un peu mieux. Après la passion de la danse, la passion du théâtre, la transmettre au mieux au public, voilà la vocation du Théâtre des Muses qui fête ses 10 ans. La saison 2022-2023 qui comprend 40 spectacles a débuté dès jeudi dernier avec la pièce Le Roi des Pâquerettes. Frédéric Elion vous présente justement la programmation sur des images d'Hugo Comaza. L'épidémie de coronavirus a profondément changé les habitudes culturelles. La fréquentation des théâtres est en baisse de près de 30% en France. Pourtant, les spectacles sont toujours aussi nombreux et de qualité. À Monaco, le Théâtre des Muses fête ses 10 ans avec une programmation éclectique pour cette nouvelle saison qui vient de débuter. Il y en aura pour tous les goûts, enfin surtout et uniquement que les bons goûts, mais du comique, du classique, du contemporain, des pièces très profondes, des pièces littéraires. Il y aura même un stand-up. Et puis aussi pour les enfants, ils vont retrouver leurs grands héros. Avec Le Petit Prince, il y aura Blanche-Neige, il y aura Rose au bois dormant. Et puis aussi des créations contemporaines, des choses qui sont purement inventées par des auteurs. Pour ce 10e anniversaire en Théâtre
Antonio va remonter sur scène pour 2 spectacles, Victor Hugo Mon Amour et Sacha Guitry Intime. Cette 10e saison sera aussi celle des retrouvailles avec Philippe Cobert. À découvrir également Les Voyageurs du crime, la suite d'une pièce qui avait cartonné l'an passé. Au total, pour cette saison anniversaire, 40 spectacles, 25 pour la saison adulte et 15 pour les enfants. Hier, nous vous avons parlé de la belle remise des médailles du travail pour le service privé en principauté. Eh bien, ce matin, ce sont les médailles d'honneur de la fonction publique qui ont été décernées pour récompenser les travailleurs. Elles ont été remises par le ministre d'État Pierre Dartout au musée océanographique. La maison Monoikos 1297 a présenté en exclusivité ce matin ses 2 nouvelles collections en présence du couple princier, des fondatrices de la maison et de nombreux autres invités prestigieux. Ces 2 collections s'articulent respectivement autour des quartiers qui mettent en lumière les lieux emblématiques de la principauté, déclinés en dessins et en parfums, et autour des losanges qui évoquent les armoiries de la principauté et les couleurs du drapeau monégasque en cette semaine de célébration de la fête nationale. Une belle collection à retrouver donc chez Sotheby's. Ce jeudi 17 novembre à 18h au musée d'anthropologie, découvrez cette conférence intitulée « D'un monde à l'autre, les faiseurs des soins au cœur des rituels magico-religieux ». Cette conférence propose une immersion pour découvrir les rituels de soins d'aujourd'hui. Cette conférence sera animée par Didier Vidal, ethnologue et anthropologue. L'entrée à cette conférence est gratuite, mais attention, les places sont limitées. Nous vous conseillons donc de réserver à l'adresse suivante map@gouv.mc. Nous retrouvons Yannick de Beuvert pour faire un point complet sur la météo de demain. Bonsoir à vous Yannick. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. La journée de demain sera similaire à celle d'aujourd'hui, à savoir beaucoup de nuages, mais de temps à autre quelques éclaircies. Un petit vent venant de l'ouest se lèvera en principauté à hauteur de 25 km/h. Les températures sont de saison avec 12 degrés au lever du jour et jusqu'à 18 dans le meilleur de la journée. Ce jeudi 17 novembre, jour de la Sainte-Élisabeth, sera également marqué par les 70 ans de la mort du poète Paul Éluard. Je vous laisse donc avec une citation de l'écrivain surréaliste que vous avez sans doute déjà entendue. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Eh bien, on se donne rendez-vous très vite, Yannick, pour un nouveau point complet sur la météo. Comme le veut la coutume ici sur Monaco Info, je vous laisse en images avec cette fois-ci des clichés signés Stéphane Dana. On l'a déjà abordé dans ce journal, la Roca Team est venue prêter main forte à la No Finish Line. L'occasion, c'est vrai, pour ces sportifs de haut niveau de soutenir une cause importante et ça donne forcément de très belles images. C'est la fin de cette édition. Demain, c'est Émilie Rousseau qui sera aux commandes de ce journal. De mon côté, je vous dis à très bientôt. Belle soirée à vous.